les plus grands journalistes font des fautes. C'est hop, stop, on laisse pas sortir les fautes. C'est un bonbon sur la langue. Vous avez besoin de correcteurs à l'école. Un bon correcteur ne peut pas vivre sans Larousse, sans Robert, un sous chaque bras. Ah, d'où vous vient ce goût pour la langue? Et vous avez déjà répondu pour moi. Du berceau probablement, j'ai toujours été fascinée par les livres, très présents dans mon milieu familial. Et petite, je faisais semblant de lire, semblant de savoir lire, c'est vrai. Mais il y a une faute là. Hein. Vous savez qu'il y a une faute. Vous avez besoin de correcteurs à l'école. Participe passé, la faute que font tous les Français. J'ai toujours été fascinée par les livres. Je suis une fille, donc j'ai toujours été fascinée. Et voilà. Et c'est ma maladie, c'est mon TOC, effectivement, je ne peux pas m'empêcher de corriger les fautes. Heureusement, pour moi, j'arrive à gagner ma vie avec ça. Donc c'est vrai que c'est marrant parce que je me suis rendu compte que ce goût pour la langue me venait du berceau quand un éditeur m'a demandé si je voulais bien faire un livre sur mon métier. Et une autobiographie, on avait décidé qu'on allait faire ça sous forme d'autobiographie professionnelle. Et donc j'ai commencé à réfléchir sur d'où ça venait, parce que pour moi j'étais devenue correctrice par accident, par une suite d'accidents de la vie professionnelle, notamment de licenciements, au gré des fermetures des différents journaux, magazines pour lesquels j'ai travaillé. Et du coup, des formations qui m'étaient proposées, je me disais, ah oui, tiens, pourquoi pas secrétaire de rédaction, super. Ah oui, tiens, pourquoi pas correctrice, super. Et finalement, en réfléchissant, je me suis rendu compte que, bah oui, effectivement, j'avais toujours, de plus loin que je me souvienne, eu envie de savoir lire, avoir hâte d'apprendre à lire. Et effectivement, je faisais même semblant, pour frimer, de savoir lire. Et je me revois, quoi, quand mes parents recevaient des gens, prendre des livres d'adultes et les tenir comme sans doute à l'endroit quand même, j'imagine, et tourner les pages en regardant si on me regardait, si on pensait vraiment que je savais lire, parce que pour moi, c'était la plus grande des frimes possibles, savoir lire, voilà. Et effectivement, je pense que c'est aussi à cause de ça que à force, l'orthographe a pénétré mon esprit, parce que finalement, c'est pas tellement par les règles, ni la grammaire, ni tout ça. Je pense que c'est vraiment, je le sens un peu plus comme instinctif, mais je pense que c'est à force de lire. Ah bah oui, le dictionnaire des difficultés du français. Les gens se figurent souvent que les correcteurs sont des gens qui savent tout, en orthographe uniquement déjà, mais non. Mais non, on est sans arrêt en train de plonger dans nos dictionnaires, d'aller vérifier des choses, de discuter entre nous. Des fois, on s'engueule sur un participe passé. Il arrive parfois que, franchement, vous avez remarqué qu'il y avait une faute de participe passé, mais c'est une règle tellement compliquée, tellement alambiquée, qu'il arrive qu'on soit 3-4 correcteurs à dire non, mais là, c'est pas ça qui s'applique, c'est ça, là, c'est pas ça. Et si on a le temps, on cherche. Si on n'a pas le temps, on dit bon, on va changer la phrase, là, parce qu'en fait, si on n'est pas d'accord, on ne veut pas laisser une faute, donc on change la phrase. Ça nous arrive d'être obligé de le faire. Donc voilà, pour dire, on ne sait pas tout, et un correcteur, c'est pas un champion de dictée non plus. C'est un peu ce qu'on se figure parfois. Et je veux dire, les champions de dictée sont peut-être plus forts en orthographe que les correcteurs. C'est-à-dire, nous, on fait tout avec nos dictionnaires. Alors, évidemment, il faut qu'on sache un maximum de choses, parce que ce qui fait partie du métier, en revanche, c'est d'aller très vite, surtout dans un quotidien. Mais même quand on travaille dans l'édition, on est si mal payé, soyons clairs, qu'il y a intérêt à aller vite, parce qu'autrement on ne gagne pas sa vie, on est payé à la tâche dans l'édition. Dans la presse, et quotidienne en particulier, on ne va pas retarder le journal parce que vous ne savez pas comment écrire un participe passé. Donc il faut y aller très vite. Alors vous avez une deuxième ressource juste ici, vous pouvez la retourner. Est-ce que vous repérez quelque chose? Oui. Alors déjà, je repère le stylo rouge. Un stylo rouge, ça, c'est l'outil du correcteur. Au début, quand on est en formation de correcteur, on n'ose pas trop utiliser le stylo rouge. Souvent, on voit que les gens disent « mais je ne pourrais pas le faire au crayon papier ». Non, on ne peut pas. Et puis, il faut s'habituer à ça. Voilà, il y a un côté un peu autoritaire du stylo rouge, un peu maîtresse d'école. En fait, c'est pas ça.
l'idée, il ne faut pas avoir peur quand on reçoit un texte plein de stylos rouges qui revient de chez le correcteur. C'est le code, en fait, c'est ce qui nous permet de savoir que la personne qui a écrit sur cet article, sur ce papier, c'est un correcteur, c'est pas le chef de service, c'est pas un éditeur ou un secrétaire de rédaction, c'est le correcteur. Et donc, on s'y habitue. Puis au début, moi, de ma carrière, j'ai dû vraiment progresser depuis parce que j'avais toujours les doigts pleins de rouge. Maintenant, pas trop. Voilà. Donc voilà, et qu'est-ce que je repère? Je repère une grosse coquille en une de Libération, là, parce que le verbe excluer n'existe pas. Voilà, donc ça, elle est parue celle-là? Elle est belle. Bon, j'adore moi les photos aussi. Il faut quand même que je vous le dise, c'est ça. Le fait que je dise elle est belle, c'est quand même ça. On adore quand on trouve des fautes. Vous remarquez qu'il y a plus de fautes aujourd'hui par rapport à avant comment ça évolue? Plus de fautes. Dans les journaux, oui. Dans les journaux, il y en a de plus en plus. C'est clair, il y a de moins en moins de correcteurs. D'ailleurs, les secrétaires de rédaction ou les rédacteurs, ils sont assez affolés, quoi. Ils sont très contents d'avoir des correcteurs parce qu'ils peuvent se reposer, ils se reposent sur nous, en fait. Ça leur permet de se consacrer à leur tâche qui est différente et à ne pas consacrer un temps de dingue pour ne pas avoir l'air ridicule en publiant une bourde comme ça. Parce que alors, une bourde comme ça sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un truc énorme, quoi. Je vous laisse le stylo rouge. Vous faites écouter un petit extrait? Ouais. Vous êtes sur RTL. Il est 8h23. Un bonbon sur la langue. Muriel Gilbert. Et nous prenons de l'avance en termes de rentrée scolaire. Notre professeur préféré s'installe. Bonjour Muriel. Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour. Pour moi, cette chronique radio, c'est un vrai plaisir. C'est un bonbon sur la langue, comme ça s'appelle comme ça, parce que c'est les délices de la langue française que j'essaye de partager, voilà. Et puis c'est pas un paquet de bonbons, c'est à chaque fois un petit bonbon de 3 minutes. Autant j'espère que les gens le dégustent comme un bonbon, mais moi je le savoure aussi en le donnant. La radio, c'est un média que j'aime beaucoup. Comme utilisatrice, moi je me lève, j'allume la radio. Voilà, c'est mon premier réflexe. Beau fauteuil, bien confortable, merci. Muriel Gilbert, bonjour. Bonjour. Il est vital pour moi parce que ça fait partie D'abord, ça fait partie d'une certaine politesse vis-à-vis de ses lecteurs, de leur livrer un travail, un journal qui soit sans faute autant que possible. Il en reste toujours une ou deux, même avec des bons correcteurs, mais qui soit le plus propre possible, tout simplement d'abord parce que ça permet au lecteur de se concentrer sur le fond de ce qu'il lit, et pas d'être arrêté par la forme. Et par ailleurs, un journal avec des fautes, ça nuit tout simplement à la crédibilité de ce journal. Quand on voit le verbe excluer en une de Libération, le lecteur, au lieu je parle de cette une que vous m'avez présentée tout à l'heure, le lecteur, au lieu de se concentrer sur l'information, qui est les électeurs n'excluraient pas de voter pour Marine Le Pen, il me semble que c'était ça la manchette, ils vont se concentrer sur cette faute et dire mais Libération, mais qui sont ces gens qui me vendent du texte et qui ne savent pas l'écrire? Un journaliste rédacteur, c'est pas forcément son métier de faire zéro faute. Voilà, son métier c'est autre chose. Et le fait qu'il puisse confier à des correcteurs le fait de rendre son texte avec une orthographe parfaite, ça lui permet à lui de se concentrer sur le fond. Voilà. Bien sûr qu'un journaliste rédacteur va faire sans doute moins de fautes qu'un mathématicien, quoique. Mais enfin, en moyenne, il aura lu et écrit davantage, il s'intéresse davantage à la question. Mais les plus grands journalistes font des fautes. Voilà. Et moi, je considère que les plus grands, c'est ceux qui n'hésitent pas à appeler les correcteurs pour savoir comment s'écrit un truc ou un autre, et deux, qui ne vont pas être vexés. Parce que ça c'est quand même un truc du métier de correcteur, c'est que ce stylo rouge, ça peut être vexant. Le rédacteur qui envoie son texte, des fois, il dit « Ah mince, j'ai laissé une faute » et tout, il a honte. Mais il n'y a pas de raison d'avoir honte. Il n'y a pas de raison d'avoir honte à partir du moment où nous, on est là pour ça. Les correcteurs sont là pour corriger les fautes des journalistes. Pour la maîtrise de la langue française, je crois qu'il faut, c'est juste travailler en fait. C'est juste travailler, continuer de se poser des questions. Je crois que tant qu'on aime ça, et puis travailler avec les autres, échanger,
Ça, c'est vraiment quelque chose de précieux aussi. Un correcteur de presse, il ne travaille pas tout seul, il travaille dans ce qu'on appelle le castin. D'ailleurs, le castin, c'est le nom traditionnel du bureau des correcteurs de presse. Et je crois que continuer d'avancer, de rester au niveau et de progresser, ça vient juste avec le fait de continuer de travailler. Parce que si on arrête, forcément, ça va baisser. Notre niveau va baisser. Et puis continuer d'échanger, de s'intéresser à la question, voilà, de regarder ce que font les autres aussi, les autres journaux. Parfois, je dis qu'on est comme des douaniers. C'est-à-dire, il n'y a plus beaucoup des douaniers en Europe, mais c'est hop, stop, on laisse pas sortir les fautes. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On est aussi une garantie de la crédibilité du journal. Le côté qui n'est pas toujours très agréable, c'est que les fautes que vous corrige un correcteur, en général, le correcteur ne va pas vous taper sur l'épaule pour dire « Dis donc, t'as fait une faute là, t'as vu, et puis t'en as fait 2, puis t'en as fait 3, t'en as fait 4 même, et donc je te les ai corrigés. » Non, on ne le dit pas. En revanche, si le correcteur a oublié une faute, bien souvent c'est celle-là qu'on va lui reprocher. Les anglicismes, ça c'est un truc qui génère beaucoup de débats, beaucoup de bagarres. Le participe passé, vous avez oublié, parce qu'à un moment il était même question de modifier la règle, voilà, les modifications des règles qui sont proposées ou les simplifications de la langue, ça aussi, ça fait beaucoup parler. Les Français, ils y tiennent à leur langue. Ils y sont très attachés, et donc quand on essaye de changer un truc, mais il y a des gens qui se sentent que c'est comme si on leur arrachait les tripes, et ça, je trouve que voilà, c'est quelque chose qui me touche. Voilà, cette appartenance de la langue, le fait de s'approprier la langue comme ça. C'est la volonté de pas d'étendre le métier de correctrice spécialement, c'est la volonté de partager mon plaisir de jouer avec la langue française. Voilà. Et jouer, c'est ce qu'on fait tous les jours. S'en servir, les expressions notamment par exemple, le fait qu'il y ait des expressions, ce qu'on appelle les expressions idiomatiques, c'est-à-dire ces expressions si difficiles à traduire d'une langue dans l'autre, le fait de dire les bras m'en tombent au lieu de dire je suis très étonnée, le fait de dire mais il fait des yeux gros comme des sous-tasses au lieu de dire il ouvre grand les yeux. C'est la preuve, c'est la démonstration qu'on aime jouer avec la langue, qu'on aime créer des images et tout ça. Et ça, je crois que le français, d'ailleurs, est un peu spécifique là-dedans. En tout cas, qu'il y a des langues, m'a-t-on dit. Des locuteurs d'autres langues m'ont dit que dans leur langue, il y avait beaucoup moins d'images comme ça. Donc voilà, moi j'essaye de partager avec tout le monde et pas forcément avec des gens qui baignent dans le secteur des lettres, parce que tout le monde baigne dans la langue française et tout le monde est capable d'en profiter et d'y prendre plaisir. Au début, si je me rendais compte que j'avais laissé passer une erreur et qu'elle était dans le journal, j'en étais malade, oui. J'en étais vraiment perturbée. Après, on finit par s'apercevoir que nul n'est parfait et que, y compris un bon correcteur, va corriger à peu près 90% des fautes. C'est pour ça que dans une belle édition, il faudrait au moins qu'il y ait 2 correcteurs. Parce que là, on arriverait à 99,999 % de fautes corrigées. C'est Dictionnaire. C'est Dictionnaire, sa dernière version du Larousse, du Robert. Alors moi, je les ai d'ailleurs, y compris parce que je suis aussi un peu accro au smartphone, comme si j'étais plus jeune, peut-être. Mais en tout cas, j'ai aussi le Larousse et le Robert, les applis Larousse et Robert dans mon smartphone. Enfin, c'est vraiment un réflexe que j'ai d'ailleurs de consulter, y compris dans le train, dans le métro. Voilà, je pense que c'est vraiment le truc sans lequel un bon correcteur ne peut pas vivre. Son Larousse, son Robert, un sous chaque bras. Ça serait dommage pour tout le monde en fait. Pour les secrétaires de rédaction qui ont un métier passionnant, pour les lecteurs aussi, bien sûr, qui vont se retrouver avec une presse de moins bonne qualité, y compris pour les rédacteurs aussi, parce qu'ils vont devoir, de plus en plus, ils doivent avoir 12 casquettes. Comment
comment faire bien son travail si on doit faire très vite toutes les photos, le secrétariat de rédaction, la correction, et puis aussi, tiens, finalement, le travail d'aller chercher l'info et de la mettre en avant, quoi. Ça me semble pas possible. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, Muriel Gilbert. Merci. Je vous laisse ouvrir la mallette qui se trouve juste à votre gauche. Une petite surprise vous attend à l'intérieur. Ça va, elle est pas trop lourde. Alors, attendez. Numéro historique. Paris Match 45-65, il y a 20 ans. Ah bah oui, 1965, c'est mon année de naissance. Ah, j'adore. Bon, c'est un cadeau? Je peux le remporter? Évidemment. Ah bah ça me fait plaisir. En Ouais. janvier, c'est également aussi la semaine. Ah, c'est super.